Alors, je vous ai promis 4 petites histoires. Et les histoires que je vais vous raconter, au départ, il n'y aura pas forcément de lien qui va apparaître. D'accord? Donc ne fuyez pas, je vais fermer la porte à clé, je pense. Restez jusqu'à la fin pour essayer de comprendre. Donc la première histoire, ce sera sur les dinosaures. Il n'y aura pas de dragon ou de prince dans mon histoire, mais il y aura des dinosaures, c'est quand même plus fun. Il y aura une histoire sur ma mère. Alors je suis désolé, vous allez un peu entendre parler de ma vie. Voilà, coucou maman, coucou frangin aussi qui est là. Il y aura une histoire sur Ole Gunnar Solskjaer, et je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui sait qui il est. Pablo disait qu'il n'aimait pas trop les sportifs tout à l'heure. Bon, je suis désolé, il y aura une histoire sur des sportifs. Et puis, je vais parler également de Kodak. Quand vous voyez cette petite animation qui apparaît, ça veut dire que vous devez reprendre vos téléphones et que je vais vous mettre à contribution. Et c'était une espèce qui était très diversifiée. D'accord, il y avait des dinosaures volants, il y avait des dinosaures qui marchaient, il y avait des dinosaures qui couraient. Il y en avait qui faisaient la taille d'immeubles, certains qui faisaient la taille d'une poule. Apparemment, plus de la moitié d'entre eux étaient plus petits que nous, en fait, que les humains. Donc nous, on s'imagine toujours ça, mais tous ne ressemblaient pas à ça. Ils ont quand même dominé la vie sur notre planète pendant 195 millions d'années. Je ne sais pas si vous savez à quand remonte Lucie, le premier australopithèque qui a été découvert. Quelqu'un a envie de deviner? 3 millions d'années environ. Donc nous, ça fait clairement moins de 3 millions d'années qu'on est là. Eux, ils ont vécu 195 millions d'années. Mais malgré ça, et là je vous invite à reprendre vos téléphones pour la deuxième question du quiz, malgré ça, il leur est arrivé quelque chose. Donc, ils ont été engloutis par un méga volcan, non. Une ère glaciaire les a importés, non plus. En tout cas, pas qu'on sache. Ce n'est pas les choses que les scientifiques mettent en avant. Par contre, ce qui est sûr, c'est que leurs conditions de vie, effectivement, ont changé. Et elles ont changé de façon suffisamment radicale, effectivement, pour qu'ils disparaissent. Mais tous n'ont pas disparu. Je vais vous montrer, mesdames et messieurs, donc, un dinosaure qui a été pris en photo avec une technologie moderne. Vous êtes prêts? Prêtes? C'est un dinosaure. Bon, je ne le savais pas non plus avant de préparer cette conf. Mais si vous allez sur la page Wikipédia des oiseaux, la première chose qu'on lit, c'est que les oiseaux, encore appelés dinosaures aviens, sont une classe d'animaux, blablabla. Le groupe des oiseaux est le seul représentant actuel des dinosaures théropodes, alors que tous les autres groupes de dinosaures se sont éteints. Donc, les oiseaux sont des dinosaures. D'accord? C'est scientifiquement acquis aujourd'hui. Bref, si vous attendiez à ce que je vous montre quelque chose comme ça, effectivement, non. Ces dinosaures-là, vous ne les verrez a priori plus, à part au cinéma. Donc les dinosaures se sont éteints, on ne sait pas vraiment exactement ce qui s'est passé. Il y a plusieurs théories. Il y a une théorie comme quoi il y a des météorites qui se sont écrasés sur Terre. Il y a des théories comme quoi voilà, il y a eu des méga éruptions volcaniques, pas qui les a emportés, mais en tout cas qui ont changé drastiquement les conditions de vie sur Terre. Et ça ne s'est pas fait en un jour. Mais au fil des années, au fil des centaines ou des milliers d'années, les conditions ont tellement changé, moins de lumière qui arrive sur Terre, moins de photosynthèse, moins de flore, et donc la faune qui consommait cette flore disparaît, etc., fait qu'ils ont disparu, sauf les oiseaux qu'on a vus précédemment. Fin de la première histoire sur les dinosaures. Oui, vous vous attendiez peut-être pas à ça en venant à une conférence de l'Agitour, mais bon voilà, on y est. Deuxième histoire, ma mère. Alors j'ai changé la photo par rapport à tout à l'heure. Déjà, si elle savait que je vous montrais une photo d'elle là maintenant devant, je sais pas, 80 personnes, elle ressemblerait peut-être plus à ça en fait qu'à ce que vous avez vu avant. Donc voilà. Merci maman de me laisser parler de toi aujourd'hui. Elle n'est pas au courant. Elle sera, je pense, jamais au courant. Donc ma mère aujourd'hui, c'est une personne qui a environ 70 ans, qui va avoir 70 ans l'an prochain, qui est une femme courageuse, qui a su voilà, se dépêtrer des épreuves de la vie, etc. Et voilà, enfin, typiquement, elle nous a élevés quasiment seuls avec mon frère, donc c'est une femme qui est combattante, qui est courageuse. Mais ma mère, comme beaucoup de personnes de son âge, a un problème aujourd'hui. Souffre de ce qu'on appelle la fracture numérique. Qu'est-ce que c'est que la fracture numérique? C'est l'incapacité pour certaines personnes justement à utiliser toutes les technologies qui peut-être vous paraissent évidentes aujourd'hui finalement. Donc voilà, il y a deux types de fractures numériques, au moins deux types, l'accès et l'usage. Il y a des personnes qui n'ont pas accès aux technologies numériques, il y a des personnes qui ne savent pas les utiliser. Ma mère, elle a accès, clairement, mais c'est juste qu'elle ne veut pas les utiliser, on est encore sur un autre problème. Donc jusque-là, en fait, elle a toujours vécu sa vie, et ça se passe même plutôt bien, même en 2021, mais de plus en plus, on arrive à une époque finalement où les services sont numérisés, d'accord, où on arrête le papier, on envoie tout par mail, on envoie tout sur des applis.
Et même si elle essaie de faire de son mieux pour s'en sortir, quand vous avez une banque qui un jour vous dit à partir de maintenant, pour accéder à vos comptes en ligne, vous devez mettre en place une solution de multi-factor authentification et que votre téléphone, ça ressemble à ça, et que là, vous vous retrouvez bloqué, c'est pas terrible en fait. Donc ma mère, elle a un problème par rapport à ça aujourd'hui. Bon, elle a de la chance d'avoir 2 fils qui sont jeunes, qui sont là-dedans et qui peuvent l'aider de temps en temps. Mais voilà, parfois, il y a quand même des problématiques. Fin de la deuxième histoire. Donc les dinosaures, ma mère, on passe à la suite, on passe à Kodak. Et là, il y a peut-être un peu plus de monde qui va savoir pourquoi je parle de Kodak. Et les autres, vous apprendrez des choses et c'est génial. Donc c'est Kodak, mais c'est aussi d'autres entreprises. Qui connaît Kodak, là, dans la salle, si vous levez la main? Waouh, incroyable. J'aurais dû dire qui ne connaît pas Kodak, mais je ne veux pas stigmatiser. Kodak, c'est une entreprise qui a été créée à la fin du 19e siècle par un homme qui s'appelle George Eastman, qui a été le premier à développer le concept de photo tel qu'on l'a connu, on va dire, c'est-à-dire imprimer une image. Donc à l'époque, ce n'était pas sur une pellicule, c'était sur une sorte de plaque de verre, en fait. Donc voilà, les appareils photo tels qu'on les a connus, ils n'ont pas existé avant un certain temps. Mais donc Kodak a été quand même en situation de quasi-monopole sur le marché de la photo pendant des années. D'accord, c'était quand même une force énorme dans ce milieu-là. Ils ont pris une place prépondérante dans la vie des ménages aux États-Unis, puisque c'est une marque américaine, mais pas seulement aux États-Unis. Vous connaissez tous Kodak. Si vous avez plus de 25 ans, vous avez tous eu un appareil photo jetable qui ressemble à ça. D'accord, on ne peut pas revenir en arrière. Oui, ma photo elle est ratée, etc. Et voilà, peut-être que ça pèse aussi lourd, ça pesait peut-être aussi lourd à l'époque qu'aujourd'hui Facebook, Instagram, Snapchat, j'en sais rien aujourd'hui. Donc voilà, c'était quand même quelque chose de très important. Ils avaient même un slogan en fait qui était repris dans le langage courant. On disait c'est un moment Kodak, ça voulait dire c'est quelque chose de tellement génial, il faut que tu l'immortalises. Et donc le nom de Kodak était associé à ça. Donc entreprise florissante qui a dominé son marché pendant des années et un jour, Kodak a fait faillite. Enfin, ils n'ont pas exactement fait faillite parce qu'ils ont été protégés aux États-Unis par ce qu'on appelle le chapitre 11 du code de la faillite, etc. Donc c'est un peu comme la procédure de sauvegarde chez nous. Ils ont pu se réorganiser, donc ils existent toujours aujourd'hui. Mais ils sont arrivés à une situation qui est quand même pas enviable en fait. Eastman, le fondateur, n'a pas détourné les fonds de l'entreprise. Ça aurait pu, mais non, ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas essayé Scrum. D'accord. Scrum, ça date 1995 environ, les premières conférences et premières publications. Non, ce qui s'est passé, effectivement, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se réinventer et le fait que vous soyez aussi nombreux là fait que soit peut-être c'était évident, soit vous connaissez déjà l'histoire. Ils ont aussi été poursuivis pour vol de brevet, une des plus grosses affaires de l'histoire des États-Unis contre Polaroid, où ils ont été condamnés à verser quand même 12 milliards de dollars en première instance et la somme a été revue à la baisse ensuite. Donc cet homme, il s'appelle Steven Sasson. Et Steven Sasson, c'est l'inventeur, en effet, de la photo numérique. Ça veut dire que tous, là, qui êtes avec vos smartphones, vous avez quasiment tous sur votre smartphone un appareil photo, vous utilisez tous aujourd'hui le travail de Steven Sasson. Donc Steven Sasson, c'est quelqu'un justement qui a été embauché dans une boîte en 1973, je crois. Il avait 24 ans. Ils l'ont mis dans un coin sur un projet sans grande importance. Et puis voilà, tiens, bosse là-dessus, tu nous feras plaisir. 2 ans plus tard, il a 26 ans, il invente la première photo numérique. D'accord ? Donc en gros, le fait d'avoir une photo qui ne s'imprime pas sur une pellicule. Voilà, avec la technologie de l'époque, donc 23 secondes pour l'enregistrer sur la cassette, ensuite on la met dans un lecteur, ça met 30 secondes pour afficher une image noir et blanc de 100 pixels par 100 pixels, et évidemment on est clairement loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça c'est une invention, c'est quelque chose qui est énorme en fait, dans la technologie. Sauf que dans sa boîte, tu lui dis, non mais en fait, on ne voit pas l'intérêt de ça. Est-ce qu'un jour il y a vraiment des gens qui vont regarder leurs photos sur une télévision ? Non. Aujourd'hui, tout le monde imprime ses photos, mais personne ne s'est jamais plaint de ça. C'est génial, c'est ça qu'il faut en fait. Et puis en fait, ça aura un impact sur notre chiffre d'affaires en fait si ce genre de choses se développe. Parce qu'il y a un détail que je vous ai pas donné en fait. Enfin, un détail, non, c'est pas vraiment un détail. Steven Sasson, c'est un ingénieur de Kodak. Donc Kodak a découvert la photo numérique. Enfin, Steven Sasson de chez Kodak a découvert la photo numérique. J'espère que je dis pas trop de bêtises. S'il y a des gens plus cultivés que moi. S'il vous plaît, ne me lancez pas des tomates. 75 premières photos numériques. 77, Kodak n'est quand même pas complètement fou, il dépose le brevet. Et pendant 30 ans, jusqu'en 2007, ils vont engranger des milliards de dollars grâce à ce brevet. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui produisent des appareils photo numériques vont payer des royalties à Kodak pour utiliser cette technologie.
Mais quand en 1989, Sasson il produit un appareil photo qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on connaît aujourd'hui et qu'il envisage en fait de dire voilà, Kodak, on se développe là-dessus, non, pour les mêmes raisons qu'on a vues précédemment. Quand on parlait de l'impact sur le chiffre d'affaires, il faut quand même comprendre que Kodak, c'était les appareils photo, c'était les cubes flash, c'était le papier photo, c'était les activités de développement. Donc quand on élimine tout ça, en fait, c'est une partie de notre chiffre d'affaires qui disparaît. 5 ans plus tard, Kodak fait faillite. Alors, il n'y a pas eu forcément que cet épisode-là, mais aujourd'hui, l'histoire de Kodak, elle est étudiée dans les plus grandes écoles de commerce du monde. D'accord ? Il y a des études de cas que vous pouvez retrouver sur Internet autour de ça. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas été capables d'anticiper ce changement, ils n'ont pas été capables de s'adapter finalement à ce qui allait se produire. Allez, mon sujet préféré. Qui connaît Ole Gunnar Solskjaer ? Juan, tu connais Ole Gunnar Solskjaer ? Oui, il y a des gens qui le connaissent, mais pas beaucoup. Ole Gunnar Solskjaer était l'entraîneur de mon équipe préférée sur laquelle je suis tout à fait impartial, qui est une équipe anglaise de la ville de Manchester, qui s'appelle Manchester United. Avant d'être entraîneur, c'était un joueur qui a marqué l'histoire de ce club, d'accord, lui jeune. En 1999, il marque un but qui donne la finale de la Coupe d'Europe à son équipe, etc. Moi, c'est un de mes joueurs préférés, vraiment, depuis que je suis le foot, depuis que je suis gamin. Et un jour, en fait, il a pris le poste d'entraîneur, c'était en 2018. 2018, il prend la place d'entraîneur. Novembre 2021, je crois, il y a un peu plus d'une semaine, il y a 10 jours, il se fait virer. Il n'avait pas de stratégie claire, j'irai pas jusque-là. Son nom de famille est imprononçable, alors bon, c'est pas un motif de licenciement. Et honnêtement, dans le monde du football, même si on voit beaucoup de crapules et de joueurs à qui on a envie de mettre des claques, honnêtement, je suis joueur de foot aussi à mon faible niveau, donc j'en sais quelque chose. C'était pas le cas. C'était quelqu'un vraiment qui était considéré comme un homme bon, voilà, quelqu'un qui est toujours souriant, qui va vers les autres, etc. Son problème, en fait, c'est ça. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait un match qui ne se passait pas comme il aurait dû se passer, il n'avait aucune réponse, en fait. Il y a environ un mois, d'accord, match contre Liverpool, Manchester United perd 5-0 à la maison. C'est quand même une humiliation sans nom. L'entraîneur de Liverpool, qui mène 3 ou 4-0 à ce moment-là du match, il est au bord du terrain, il harangue ses troupes, allez, on fait ça, on se repositionne, etc. L'entraîneur qui perd 3 ou 4-0, il est là-haut. Il ne sait pas quoi faire. Il est complètement prostré sur son banc et j'ai pas de réponse. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a vu pendant des mois. Au bout d'un moment, ça a eu raison de lui. Donc, quand vos matchs commencent à ressembler à ça, forcément, au bout d'un moment, vous prenez aussi la porte. Voilà, vous aurez au moins appris qui est cet homme. Je ne sais pas si ça vous servira dans votre vie, mais bon. Le point commun entre toutes ces histoires, c'est quoi ? Oui. Le point commun, c'est qu'il y a, à un moment donné, en fait, une incapacité à s'adapter. Ils n'ont pas réussi à s'adapter à leurs nouvelles conditions de vie. Ma mère, elle ne s'adapte pas à l'époque actuelle. C'est une volonté, mais en tout cas, c'est un fait. Elle ne s'adapte pas. Ole, il n'a pas su adapter ses tactiques au fur et à mesure à ce qui se passait, d'accord ? Et Kodak, ils n'ont pas su ou ils n'ont pas voulu, parce qu'il y a eu une volonté, s'adapter au changement du marché qui commençait à se profiler. Est-ce que ça vous parle ? Je suis sûr que oui, pour au moins certains. Plan Do Check Act ou Plan Do Study Act, route Deming, cycle de Schwartz, ce que vous voulez. Plan Do, on sait faire, d'accord ? On sait prévoir, on sait planifier des choses et les faire. Mais aujourd'hui, c'est impensable en fait de ne pas compléter ça par le study et le act, le fait de voir des résultats en fait et de pouvoir s'adapter en conséquence pour être dans une logique d'amélioration, ne pas refaire les erreurs du passé. Donc le point commun en fait entre ces 4 histoires, c'est la capacité à s'adapter. C'est pas fini, ne vous inquiétez pas. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Prochaine question, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'adapter ? Alors, ne reprenez pas vos téléphones, mais alors, on se croirait revenir au bac de philo en fait. Je vous donne une copie, en plus vous avez des petites tables et tout, vous pouvez écrire quelque chose. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de s'adapter finalement ? Les dinosaures, en fait, ils ont vécu 195 millions d'années. Bien sûr qu'ils se sont adaptés. Quand on voit, nous, déjà humains, en moins de 3 millions d'années, ce qu'on a fait, on imagine les dinosaures qui ont développé une panoplie incroyable d'attributs physiques. Mais aujourd'hui, moi, je ne connais pas une espèce qui n'ait pas un instinct de conservation et de survie. Donc, s'ils avaient pu s'adapter un peu plus, s'ils avaient peut-être eu plus de temps, ils l'auraient fait. Et en tout cas, ils ont globalement disparu parce qu'il y a eu une incapacité à s'adapter au bout d'un moment.
Ma mère, est-ce qu'elle devrait s'adapter? Bon, c'est un autre sujet. Moi, je pense que oui. Olé, Kodak, est-ce qu'il aurait voulu garder son poste? Moi, je vois pas beaucoup de gens qui ont envie d'être licenciés. Est-ce qu'ils ont envie de passer de énorme monopole du XXe siècle au statut de on doit tout réorganiser, licencier, etc. Je vais vous raconter une 5e histoire. Okay, c'est l'histoire bonus. 5 pour le prix de 4. Et ça, c'est une histoire qui est issue d'une de mes missions en tant que coach et consultant pour un client. Alors, oui, alors je me permets, d'accord, j'espère que personne n'y verra de mal, mais je me permets pour une bonne raison, c'est que j'ai rien de négatif en fait à dire là sur la mission en question. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant, j'ai travaillé avec des équipes géniales, ça s'est bien passé. Effectivement, si je fais le parallèle avec ce que disait Pablo tout à l'heure, oui, c'était clairement pas facile parce que on est dans une entreprise de beaucoup plus de 20 ans, de plus de 100 000 personnes et c'est difficile de faire bouger les choses. Mais voilà, vraiment une mission dont je garde quand même un bon souvenir, même si, oui, je l'admets, j'ai pas fait bouger énormément de choses non plus. Et puis ce que je vais vous expliquer, en fait, ça ne vous surprendra pas. Je ne suis pas en train de dévoiler un secret industriel. Donc une mission dans cette ville. Quelqu'un connaît la ville? Marseille. Et donc, le plus grand des hasards fait que le jour où je commence cette mission, c'est le jour où la direction Rouge France est dans les locaux à Marseille pour parler de transformation agile et de pourquoi c'est important, en fait, la transformation agile. Et moi, je vois ça comme une mine d'or, en fait. Je me dis, c'est génial, je vais entendre ce que les décideurs veulent faire passer comme message à leurs équipes. Et c'est quelque chose vraiment qui va être très important pour moi. Alors, ça aurait pu. Ça aurait pu être ça parce que, enfin, pareil, je suis désolé, je ne me suis pas concerté avec Pablo, mais c'est vrai qu'il y a un peu des choses en commun. L'agilité est à la mode et on veut essayer, j'y reviendrai après. Mais oui, c'est des choses qu'on entend. Non, en fait, le seul message qu'ils ont fait, c'est marrant, il y a 24 là-dessus, c'est pas mal. Le 20 non plus. Il y a eu des précédents, hein, mais bon. On doit devenir plus agile pour résister aux concurrents. En fait, c'est ça le message qu'ils ont fait passer. Et en gros, leur façon, quelque part, de vendre, entre guillemets, cette transition, c'était vraiment que nous aussi, on a besoin, quelque part, de s'adapter. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils n'ont pas juste fait passer le message comme quoi, nous, Rouge, on doit s'adapter pour résister à nos concurrents historiques. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'on doit être capable de s'adapter parce que, en fait, aujourd'hui, il y a peut-être des boîtes, des entreprises qu'on ne connaît pas, et demain, ils peuvent bouleverser complètement ce qu'on fait. C'est des entreprises qui n'existaient pas il y a 50 ans, je vais dire, pour ne pas prendre de risques. Mais je pense que pour certaines, c'est beaucoup plus court que ça, en fait. Aujourd'hui, tout le monde connaît ces entreprises, et je suis sûr que dans la salle, alors, qui n'a jamais utilisé les services d'une de ces entreprises ? Ok, très bien. Non mais voilà. Non mais il n'y a pas de jugement, mais c'est pour montrer en tout cas que c'est une minorité, sans stigmatiser. Tout ça pour dire que voilà, le message en tout cas qui est passé, même dans ces grands groupes, c'est on doit être capable de s'adapter. Pourquoi on doit être capable de s'adapter? Parce que si on est capable de s'adapter, on est capable de survivre. Si on améliore notre capacité à nous adapter, on améliore notre capacité à survivre. Survivre, ce n'est pas uniquement la notion de vie ou de mort au sens physique, hein. C'est aussi la notion que quand il y a un événement, on arrive à aller au-delà de cet événement pour continuer à faire ce qu'on fait. Est-ce que survivre, c'est important? Ouais, ok. Maslow, on y revient. Hop là. Les besoins physiologiques, c'est la base. D'accord? Si on n'a pas ça, en fait, on n'arrive pas à monter, entre guillemets, les échelons, à se concentrer sur autre chose. Donc oui, l'instinct de survie, j'en parlais pour les espèces animales, il est toujours là, en fait. Et pour nous aussi. Et quand on voit ça là au début du premier confinement, on se dit que survivre, oui, c'est important pour les gens. D'accord, acheter des pâtes pour pouvoir manger pendant 8 mois. Bref. On est dans un agile tour. Là, c'est bien, je vous parle de capacité d'adaptation, mais c'est quoi le rapport avec l'agile? Et vous avez vu, j'ai mis des petits guillemets autour. Et je vous ai mis une belle image de Scrum en plus pour compléter. Alors, c'est là que je rentre dans la démonstration digne de Harvard. Hein. Ok, attention. Vous avez le droit d'être d'accord, pas d'accord avec ce que je vais dire. Une nouvelle fois, le but, c'est de vous faire réfléchir, c'est pas de vous faire changer d'avis. L'agilité et la capacité à s'adapter, c'est la même chose. Ça va? Alors vous êtes peut-être tous d'accord, hein, auquel cas on y va. Mais vous pouvez aussi vous dire, non mais tu vas un peu vite en besogne quand même, mon gars là. Alors, est-ce que c'est vraiment la capacité à s'adapter?
Qui connaît ce texte? Qui l'a déjà vu au moins une fois? Ok? Intéressant, on y parle de l'adaptation au changement. Alors, et c'est là que je suis désolé, moi je suis un peu maniaque, donc je vais être un peu lourd, mais moi je trouve que c'est quelque chose d'important, et encore une fois, je ne vous oblige pas à être d'accord avec ce que je dis. Ça ne s'appelle pas le manifeste agile. Ça s'appelle le manifeste pour le développement agile de logiciels. Agile, développement. Alors on peut se dire, oui, c'est la traduction, etc. En anglais, c'est pareil. Manifesto for Agile Software Development. Ça ne s'appelle pas Agile Manifesto, ça ne s'appelle pas Manifeste Agile. Pourquoi est-ce que moi, je trouve que cette notion est importante? Ce n'est pas tant pour la question de développement, en fait. Le fait que ce soit du développement ou pas, on peut tous, finalement, être agile dans d'autres activités que du développement. Donc, ce n'est pas le manifeste agile et ce n'est pas non plus le manifeste de l'agile. D'accord? Moi, j'entends beaucoup dire l'agile, l'agile, l'agile. Agile, c'est un adjectif, ce n'est pas un nom. D'accord? Et vous avez le droit, là, jeter les tomates si vous voulez, mais je m'en fiche, c'est mon point de vue, il m'appartient. Donc l'agile, agile ici, c'est un adjectif qui décrit une façon de faire, une façon de produire les choses. Et qu'est-ce que c'est qu'un développement agile? C'est un développement qui va nous permettre de nous adapter en respectant un certain nombre de principes. Pour les personnes qui ne l'ont pas lu, ça, ou qui ne l'ont pas vu, c'est la base. Donc allez, quand vous avez fini cette conférence ce soir, demain sur agilemanifesto.org et lisez ça. Parce que c'est vraiment, je vais dire back to basics pour faire plaisir à Pablo, mais en gros c'est l'essentiel. D'accord? J'allais dire la base, c'est le point de départ, vous avez compris. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient à l'Agile Tour 2018 à Montpellier? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Non? Fanny Walter qui fait le poirier sur scène? Vous avez raté ça. Alors, ce n'est pas critique, parce que c'était très intéressant la conf. Mais en fait, quand on me parle de coach agile, moi, j'ai l'impression de voir un peu ça, en fait. Un coach qui est agile, d'accord? Voilà, il est souple, il sait faire des mouvements. Est-ce que c'est vraiment la même chose qu'un coach en agilité, c'est-à-dire quelqu'un qui va aider les autres, les personnes, les équipes, les entreprises, les organisations au sens large, à gagner en agilité, c'est-à-dire en capacité à s'adapter? D'accord? Et là, de la même façon, vous me dites, t'es bien sympa, mais ton truc, ça n'a pas trop de sens. Voilà. Donc, en tout cas, l'agilité, ça reste ça à la base. Ça, c'est la définition du Larousse. Légèreté, souplesse dans les mouvements du corps, vivacité intellectuelle. On peut aller un peu plus loin. Pourquoi est-ce qu'on parle de agile, en fait? Je vous rappelle, le manifeste pour le développement agile de logiciels, c'est 17 gars au début qui sont réunis et qui l'ont rédigé il y a 20 ans en disant, voilà, on veut apporter aussi notre pierre au débat et à l'édifice. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce mot agile? Blog de Martin Fowler, qui fait partie des signataires du manifeste agile. Je ne vous demande pas de tout lire et je vais traduire pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais. L'important, c'est le bleu. En gros, ils disent qu'au début, ils avaient pensé à appeler ça les méthodes légères, voilà, des choses qui vont peut-être un peu simples à mettre en place, pas trop de processus, etc. Mais ils pensaient que ce n'était pas suffisant et que ça pouvait même paraître un peu insultant. Et finalement, ils ont choisi agile après avoir considéré plein d'autres noms parce que pour eux, c'est ce qui représentait le mieux en fait la notion de adaptation au changement et la notion de réponse au changement et d'adaptabilité. Et c'est ça qui était primordial pour eux et c'est ça qui est primordial pour nous aussi aujourd'hui. Donc je me permets de faire ça, je suis désolé. Agilité égale capacité à s'adapter. Maintenant, est-ce que c'est une fin en soi? Ça, je l'ai entendu, mais un paquet de fois. Merci. Je l'ai entendu un paquet de fois, à peu près dans 3/4 ou des entreprises où je suis passé. L'agilité, c'est une mode, aujourd'hui c'est ça, et puis demain, il y aura d'autres méthodes qui vont apparaître et on fera différemment. Si l'agilité et la capacité à s'adapter, c'est la même chose, est-ce que c'est une mode? Je vous ai tué, je crois, en fait. Non, ça va? Ok. Non. La capacité à s'adapter, on en parlait pour les dinosaures déjà, il y a 200 millions d'années. J'ai assisté à un retour d'expérience qui était très intéressant. Je ne donne pas le nom de la boîte de conseil ni du client final parce que je ne veux pas non plus paraître comme étant la personne qui les remet en question. Et en gros, ils expliquaient tout ça. En gros, les questions existentielles qu'on s'est posées au début de la transformation, c'était ça. C'est pas moi qui ai rajouté le Jackie Chan, et c'est pas moi qui ai barré la ligne non plus, c'est la diapo telle quelle. Et comment être plus agile que les concurrents? Ils l'ont barré parce qu'ils ont dit être plus agile que les concurrents, c'est pas une fin en soi en fait, c'est pas l'objectif.
Et c'est là que moi, je me permets en fait d'être en léger désaccord finalement. Mais tout ça, en fait, ça revient à la même incompréhension qui subsiste tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est que faire de l'agile, c'est pas la même chose que être agile. Et quand on parle de faire de l'agile, en fait, cette notion de l'agile, elle devrait même pas exister. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. C'est pas Scrum, c'est pas Kanban, c'est pas le framework dont on n'a pas le droit de citer le nom ou quoi que ce soit. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est à droite, c'est être capable de s'adapter. Donc ça, moi, je ne suis pas d'accord personnellement. Et quand on a comment être agile, plus agile que les concurrents, si on dit que ce n'est pas une question existentielle, être plus agile que les concurrents, ça veut aussi dire pouvoir s'adapter mieux que les concurrents. Est-ce que ça, ce n'est pas une fin en soi? Enfin, on peut aller leur demander leur avis à eux, hein, éventuellement. Je pense qu'ils aimeraient plutôt être dans les bottes de Fujifilm aujourd'hui, qui étaient leurs gros concurrents à l'époque et qui a mieux réussi à s'adapter qu'eux, plutôt que dans les chaussures de Kodak. L'agilité, c'est la capacité à s'adapter. La capacité à s'adapter, on a dit que c'était la capacité à survivre. Donc si on augmente notre agilité, on augmente notre capacité à s'adapter, et donc on augmente aussi notre capacité à survivre. Et on s'est dit tout à l'heure que survivre, ça pouvait être pas mal finalement. Si survivre est une fin en soi, alors s'adapter est une fin en soi, et alors faire de l'agile est une fin en soi. Oh zut alors. Je sais pas, j'attendais une réaction en fait, quelque chose. Être plus agile est une fin en soi si on veut être capable de s'adapter, si on veut être capable de survivre à un certain nombre de choses. Donc la question, c'est pas tant celle-là en fait. C'est pas tant est-ce qu'on a besoin de s'adapter, qu'on pourrait traduire aussi en est-ce qu'on a besoin d'être agile. Ça devrait plutôt être à quel point est-ce qu'on a besoin d'être agile. Ce que je vous ai dit, c'est être plus agile. Ça permet de mieux s'adapter et ça permet de survivre à plus de choses. Et quand je dis tout dépend ce à quoi on veut survivre, bah, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. D'accord ? Ma mère, elle veut juste survivre dans une société qui évolue, elle veut juste être capable de faire sa vie tranquillement. Sulcher, il voulait juste survivre à son poste. Les dinosaures, ils voulaient survivre tout court finalement. Et si je vous dis ça, c'est pas pour vous faire peur, d'accord ? Je suis pas en train de dire ah ouais, maintenant on parle de survie, il faut qu'on soit plus agile, etc. Et puis pour que vous disiez tiens, on va payer des missions de coaching pour être plus agile, d'accord ? C'est pas ça le but. Il faut bien se rappeler quand même d'une chose, c'est que dans la vie, il n'y a rien ou pas grand-chose en fait qui est binaire. C'est pas 0-1, c'est pas on est 0% agile ou on est 100% agile. D'accord, quand je vois 100% agile, full agile, etc. Et pareil, je ne veux pas stigmatiser parce qu'il y a des gens que j'aime beaucoup qui utilisent la terminologie 100% agile. Mais ça veut dire quoi 100% agile en fait? On n'est jamais 100% agile. Ça dépend du contexte, ça dépend aussi de la situation. Et on peut toujours que s'améliorer finalement, aller vers plus d'agilité. Et là en fait où je veux justement aussi mettre en garde, c'est qu'on retrouve de plus en plus des choses qui ressemblent à ça. Et ça, c'est très intéressant. C'est issu d'un bouquin qui s'appelle Accelerate sur la science de DevOps, comment arriver à scaler, à être plus performant, etc. Et ils expliquent notamment que sur un certain nombre de critères, la fréquence de déploiement, le lead time pour les changements, c'est-à-dire entre le moment où on vous exprime un changement et vous le livrez, combien de temps s'est écoulé, la durée de restauration du service ou le taux de raté, on va dire, sur les changements que vous faites, est-ce que vous générez des bugs en prod ou autre, si vous êtes dans cette colonne-là, vous êtes dans l'élite. Et si vous êtes dans les autres colonnes, vous êtes dans les performeurs jusqu'à bas, en fait. Donc, vous ne performez pas. Ils ont raison sur le fond, d'accord ? Plus vous allez vous améliorer sur ces aspects et plus vous allez être agile et capable de répondre aux changements. Mais il ne faut pas non plus que ça rentre dans une notion de dictature au sens où on se dit « Ah ouais, il faut toujours qu'on aille plus vite, qu'on soit plus rapide, que… » Aller toujours plus vite, c'est ça aussi. L'agilité, ce n'est pas aller toujours plus vite, plus vite, plus vite. C'est être capable de changer de direction. Et quand on est au volant d'une bagnole à 250 km/h et qu'on veut changer de direction, ça devient un peu compliqué. Et honnêtement, il y a une conférence que j'ai vraiment beaucoup aimée cette année, et je vous invite à la regarder sur YouTube si vous voulez, par Denis Migaud, qui s'appelle « Souffrance au travail, comment l'industrie agile y contribue ». Et il explique notamment comment des termes, Accelerate, faire 2 fois plus de travail en 2 fois moins de temps, Jeff Sutherland, donc créateur de Scrum, sprint, vélocité, comment en fait ça pouvait d'accord, induire chez les gens cette notion de vouloir toujours aller plus vite. C'est pas que les bouquins sont pas intéressants, c'est pas que les termes sont pas adaptés, mais il faut faire attention justement à ça. Faut pas toujours vouloir aller plus vite, même dans une société où aujourd'hui on veut toujours tout plus rapidement, moins cher. Voilà. Donc juste le message en fait que je veux faire passer, c'est ça, c'est
trouvez votre niveau d'agilité. Être agile, c'est important. J'ai envie de dire, être agile, c'est même indispensable. Et ça, c'est mon message. Mais après, vous êtes libre d'être d'accord ou pas. Mais soyez agile aussi en harmonie avec les autres, en harmonie avec le monde, en harmonie avec vos collègues, vos collaborateurs, vos clients, vos partenaires, etc. Ça, c'est le plus important. Et je ne veux pas casser l'ambiance, même si je vais un peu casser l'ambiance, mais il semblerait qu'on aille vers une époque qui est un peu plus challengeante que les autres. On en parlait hier. Aller vers le 1, ça va devenir de plus en plus important. Parce que si on va vers le 1, on va être aussi capable de beaucoup mieux s'adapter à tout ce qui nous arrive. Voilà, c'était la fin de ma conférence.